À Jérusalem, nous sommes en ligne en direct avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Boker Tov. On va commencer ce journal par un point sécuritaire. Oui, effectivement, Ilana, après plusieurs heures de pause hier, les tirs de missiles balistiques iraniens en direction du territoire israélien ont repris. C'était dans la soirée. Des alertes ont été déclenchées dans le nord, dans le centre et dans la plaine du territoire israélien. Des dégâts ont été enregistrés sur certaines zones. Des missiles qui ont été tirés vers le sud d'Israël ont été interceptés sans faire de blessés. Puis après 5 heures de répit, les tirs du Hezbollah, cette fois, en direction des localités frontalières du nord du pays ont également repris. Durant la nuit, il y a eu de nombreuses alertes dans ces localités après l'entrée en territoire israélien de drones du mouvement terroriste chiite. Parallèlement, les forces israéliennes poursuivent leur pénétration au sud Liban. Hier, les soldats de la brigade Givati ont arrêté des terroristes de la force Radwan qui se préparaient à tirer des missiles anti-tanks en direction du territoire israélien. Les révélations de Donald Trump sur des négociations entre Washington et Téhéran, à présent, on en parle. Oui, effectivement, ce matin, on affirme le côté israélien avoir été mis au courant de la tenue de ces pourparlers entre les Américains et les Iraniens, mais on admet avoir été tout de même surpris par l'annonce du président américain. Côté israélien, on est préoccupé par ces développements et l'on déclare officieusement qu'il n'est pas possible de conclure un accord avec les Iraniens, car ils n'ont aucun problème à violer les accords qu'ils signent, comme ils l'ont fait dans le passé. Je vous le rappelle, le président américain a surpris en annonçant le gel pour 5 jours de son ultimatum à propos du détroit d'Ormuz et surtout en annonçant la tenue de pourparlers américano-iraniens. Le président américain a affirmé hier que des points d'accord avaient été trouvés dans les discussions entre son émissaire Steve Witkoff et les Iraniens. Selon le président, les négociations ont été très bonnes, mais selon des experts israéliens, il y aurait un fossé profond entre les exigences iraniennes et les positions actuelles des Américains. Le Premier ministre israélien, lui, a réagi aux informations sur la tenue de pourparlers entre Washington et Téhéran. Oui, M. Netanyahu a révélé s'être entretenu avec le président Trump après que celui-ci ait annoncé donc hier le gel de son ultimatum et celui des frappes américaines. Le Premier ministre a été très clair, même si la diplomatie devait reprendre le dessus, Israël pourrait conserver une véritable marge de manœuvre afin de continuer à défendre ses propres intérêts. Il a affirmé que l'effort militaire entrepris par Tsahal allait se poursuivre afin de réduire en miettes le programme balistique iranien. Il a annoncé également l'élimination de 2 savants iraniens impliqués dans le programme nucléaire. Monsieur Netanyahou s'est bien gardé de se positionner à propos des déclarations faites par Donald Trump hier. Et plus concrètement, Daniel, hier soir, le Premier ministre a réuni d'urgence les chefs des partis de la coalition. Oui, objectif de cette réunion, les tenir au courant des derniers développements et de sa conversation d'hier donc avec le président Trump. Il aurait été question lors de cette réunion d'un possible accord donc entre les Iraniens et les Américains et de la manière de réagir pour Israël à un tel accord. Du côté iranien, les messages demeurent assez fermes et sans compromis. Oui, l'un des responsables du régime, Mohsen Rezaei, a déclaré hier que la guerre allait se poursuivre jusqu'à ce que l'Iran obtienne des compensations pour ses pertes depuis le début de la guerre, jusqu'à la levée des sanctions économiques et afin que les Iraniens obtiennent des garanties juridiques qu'ils ne seront plus attaqués par les Américains sur leur territoire. Rezaei a menacé les Américains de durcir le conflit dans le Golfe Persique. Et puis hier, le président français Emmanuel Macron, on l'a entendu, a mis en garde Israël contre toute occupation du Liban. Oui, le président en a profité pour faire un lien avec la Cisjordanie, la Judée-Samarie. Il a déclaré qu'aucune occupation israélienne, ni au Liban, ni en Cisjordanie, ne saurait assurer la sécurité de qui que ce soit. Le président s'est exprimé de la sorte lors de l'inauguration de l'exposition Biblios à l'Institut du monde arabe. Et puis enfin, une confirmation importante. Le ministère israélien des Transports a décidé de réduire considérablement le trafic à l'aéroport Ben Gurion. Oui, à la suite des dernières tentatives de tir de missiles balistiques iraniens à fragmentation contre l'aéroport, les autorités israéliennes ont décidé de réduire l'activité de l'aéroport à 1 vol par heure au départ de l'aéroport Ben Gurion. Chaque vol ne pourra pas compter plus de 50 passagers. Cette mesure pourrait conduire à court terme les compagnies aériennes israéliennes également à donc supprimer purement et simplement tous leurs vols pour des raisons de rentabilité. Pour l'instant, El Al a annoncé une très nette réduction de ses vols au départ de l'aéroport Ben Gurion. Au lieu des 22 destinations qui étaient assurées jusqu'à présent, El Al n'en assurera plus que 7 dans les villes suivantes: New York, Los Angeles, Miami, Londres, Paris, Rome et Athènes. Merci beaucoup Daniel. On vous retrouve évidemment tout à l'heure à partir de 7h30 pour la revue de la presse israélienne. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera couvert et plus frais sur l'ensemble du territoire israélien. Les températures prévues aujourd'hui: 14 degrés à Jérusalem, 19 à Tel Aviv, Ashdod et Be'er Sheva, 17 à Netanya et Haïfa et 23 degrés à Eilat.
Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Fabien Bouglet, spécialiste de politique énergétique. Vous êtes auteur. Bonjour Fabien. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien. Vous êtes auteur de Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial qui est publié aux éditions du Rocher. On est un peu dans une phase d'incertitude après les déclarations de Donald Trump et on va dire le gel de son ultimatum autour du détroit d'Ormuz. Mais on va tout de même parler de ce détroit d'Ormuz. Si le détroit d'Ormuz est véritablement bloqué, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, quel est l'impact sur on va dire sur l'ensemble de la production, de l'acheminement de pétrole, de gaz, d'énergie à travers le monde, ou on va dire en particulier dans les pays occidentaux? En fait, le détroit d'Ormuz, c'est un passage où passe 20% de la consommation mondiale de pétrole et 20% de la consommation de gaz naturel liquéfié. Donc c'est un passage absolument stratégique, et même si tous les pays ne dépendent pas du pétrole ou du gaz naturel liquéfié provenant et passant par le détroit d'Ormuz, ça a des conséquences terribles parce que le manque de ces 20% de manière globale conduit à une explosion du marché du gaz naturel liquéfié et du pétrole. Donc ce sont tous les pays consommateurs de pétrole et de gaz qui pâtissent en quelque sorte de la non-possibilité de passer par le détroit d'Ormuz. Et on l'a vu d'ailleurs dès le début de la guerre en Iran, une augmentation du pétrole de 50% et une augmentation, un doublement de la facture du cours du gaz depuis le 28 février. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que on avait le sentiment que des événements tels que la crise pétrolière qui s'était produite au moment de la guerre d'octobre 73, il y a plus de 52 ans, eh bien c'était quelque chose qui n'était plus d'actualité aujourd'hui parce que on va dire tous les pays avaient diversifié leur production d'énergie et que eh bien on ne pouvait pas se retrouver dans une situation d'escalade de hausse sensible du prix du baril de pétrole. Or là, on voit que finalement, c'est un peu la même chose qui est en train de se produire. Comment vous expliquez cela ? Vous avez raison de mettre en liaison les événements d'aujourd'hui et la guerre du Kippour avec exactement les mêmes acteurs, en tout cas pour ce qui concerne Israël et les États-Unis. Et c'était les pays de l'OPEP qui s'étaient vengés en diminuant les cours du pétrole, en diminuant la production de pétrole et en augmentant le prix du pétrole, ce qui avait fait que le pétrole avait été multiplié par 7 et qu'il y avait eu une crise économique mondiale majeure à ce moment-là, ce qui avait conduit d'ailleurs certains pays comme la France à développer son nucléaire civil. En réalité, le point de départ de toute cette guerre de l'énergie, c'est le sabotage de Nord Stream. On l'a un peu oublié parce que on est dans la relation Est-Ouest, également dans une guerre de l'énergie. Mon livre Guerre de l'énergie évoque cette tension énergétique entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Et en réalité, on a vu ces dernières années la tension qui existe sur la maîtrise de l'énergie. Pourquoi ? Parce que le besoin énergétique des pays, de tous les pays dans le monde, est lié à la géopolitique et est lié à la gouvernance et à la souveraineté énergétique. Un pays qui ne dispose pas de pétrole, de ressources énergétiques, voit sa souveraineté énergétique baisser. Et en même temps, on voit que l'énergie est au cœur des guerres. Par exemple, en Ukraine, on a vu la Russie détruire 75% des capacités énergétiques et électriques de l'Ukraine, avec des rétorsions inverses. Et on voit là que l'Iran a pour riposte, en quelque sorte, de dire « Eh bien, je reçois des missiles des États-Unis et de l'Iran, et d'Israël, pardon, eh bien, je fais une rétorsion énergétique pour pouvoir impacter l'ensemble du monde, pour qu'il y ait une pression géopolitique. » On voit que l'énergie constitue et constituera, je l'ai mentionné dans mon livre, un enjeu absolument majeur des futures guerres, même s'il y a d'autres raisons pour lesquelles il peut y avoir des guerres. Alors, l'Iran, est-ce que l'Iran a d'autres leviers de pression que le détroit d'Ormuz ? Parce que finalement, c'est un très grand producteur de pétrole, mais le pétrole que l'Iran produit, en raison des sanctions économiques qui lui ont été imposées au cours des 20 dernières années, il est dirigé plus ou moins légalement vers d'autres puissances. Si je ne m'abuse, vers la Chine, vers l'Inde. Vers la Chine, oui, vers la Chine. Ouais, le pétrole vers la Chine. Mais ça n'a pas d'impact sur l'Occident, on va dire.
Le pétrole qui est livré de l'Iran vers la Chine ne pose pas de questions sur l'Occident, mais la tension globale, c'est-à-dire le fait de réduire les capacités, soit alors les États-Unis achètent tout de même du pétrole venant du détroit d'Ormuz. La tension qui existe avec ce nœud névralgique du détroit d'Ormuz constitue une tension de marché, incontestablement. Parce qu'aujourd'hui, tous les marchés sont mondialisés sur l'énergie. Donc, même si, par exemple, l'Europe n'utilise pas beaucoup de pétrole ou de gaz provenant du détroit d'Ormuz ou provenant d'Iran, mais pour autant, la tension générée par la problématique actuelle de la riposte iranienne a des conséquences économiques incroyables en France, en Europe, dans tous les pays dans le monde. Alors, vous parliez de levier de l'Iran autre que l'énergie, effectivement. Ça, c'est un enjeu majeur. D'ailleurs, on voit que ce dont parle Donald Trump, c'est bien la libération du détroit d'Ormuz. Donc, c'est un enjeu absolument majeur. Oui. Et puis, il y a l'autre volet, mais qui a été réduit dans sa puissance, qui est le fait pour l'Iran de disposer de la bombe atomique et donc grâce à son enrichissement d'uranium. Oui. Donc c'est les deux leviers, je dirais, de puissance dont peut disposer ou dont aurait pu disposer l'Iran. Alors justement, vous parlez du nucléaire. Est-ce que finalement cette crise, elle ne dévoile pas une incompétence de certains, on va dire, de certains gouvernements à s'orienter plus massivement vers une énergie nucléaire qu'on n'a pas besoin de transporter par le détroit d'Ormuz? Vous avez parfaitement raison, et c'est pour cette raison qu'en France, les mêmes causes ayant les mêmes effets, Mesmer, qui était le Premier ministre français, donc là, la guerre du Kippour, elle a eu cette conséquence de voir que le pétrole pouvait devenir une arme de guerre, et en contrepartie, la France a déployé son programme nucléaire civil qui a conduit à la construction de 58 réacteurs nucléaires, ce qui fait que pour son électricité, la France ne dépend pas des énergies fossiles, ou du moins de manière marginale. Et effectivement, ce que vous soulignez est tout à fait exact, et c'est probablement pas anodin que la patronne de la Commission européenne, Madame von der Leyen, et Emmanuel Macron aient réaffirmé dans des déclarations récentes l'intérêt du nucléaire civil. Alors moi, j'ai écrit des livres nucléaires, les vérités cachées, qui mentionnent bien cette problématique et qui mentionnent bien le fait que l'Europe, parce qu'il y a une chose qui est très importante qu'il faut souligner, c'est que l'Europe dépend de 58% de ses importations d'énergie pour sa consommation. Les États-Unis sont autonomes énergétiquement depuis 2019, la Russie est autonome depuis des années, la Chine dépend de 15% de ses importations pour sa consommation. Donc le gros bloc qui est en situation de faiblesse, c'est vraiment l'Europe. Et si l'Europe est en situation de faiblesse sur son énergie, elle est en situation de faiblesse politique, et on s'en rend compte actuellement. Donc il faut diminuer cette dépendance énergétique, et la France fait partie des pays qui a une moindre dépendance énergétique, puisqu'elle ne dépend que de 44% de ses importations d'énergie pour sa consommation. Et vous avez parfaitement raison, le nucléaire civil est le moyen le plus approprié pour pouvoir diminuer notre dépendance énergétique, comme nous l'avons fait dans les années 70. Après, on ne va pas revenir sur l'histoire. Il y a des raisons pour lesquelles nous avons malheureusement abandonné, qu'il y a eu des trahisons en France sur le sujet. Mais le nucléaire, moi j'ai évoqué dans un article dans Spectacle du Monde la nécessité de développer un grand plan nucléaire européen qui justement permettrait d'éviter ces tensions. Et puis il y a l'autre volet qui est la diversification, c'est-à-dire la diversification des approvisionnements en pétrole ou en gaz. Le fait d'avoir abandonné l'activité de Nord Stream, le fait de ne plus acheter, ou du moins en grande quantité, du gaz ou du pétrole russe, ou des fois même on l'achète de manière indirecte, eh bien ça conduit tout aussi à une tension sur les prix. Donc en réalité, le problème d'aujourd'hui,
c'est pas tant un problème d'approvisionnement, parce qu'il y a du gaz et il y a du pétrole. C'est le problème que le resserrement de cet approvisionnement conduit à une explosion des prix et ont des conséquences ensuite sur la facture énergétique et sur l'inflation de tous les produits de consommation de l'agriculture ou des transports. Alors, on ne sait pas où on en est concernant cette guerre avec l'Iran, mais à supposer que on s'achemine vers une sorte de cessez-le-feu, ou en tout cas d'accord entre les États-Unis et l'Iran, quels sont les leviers de pression cette fois des Américains sur les Iraniens en matière énergétique? Parce que est-ce qu'il y a moyen de faire plus pression que ça a été fait jusqu'à présent en termes de sanctions? De toute façon, on est dans une guerre, donc il peut y avoir une maîtrise militaire du détroit d'Ormuz. Il est évident que c'est un enjeu absolument fondamental. C'est doublement fondamental pour les États-Unis que, à la fois, il y a le maintien et la maîtrise du détroit d'Ormuz pour l'économie mondiale, mais pour les États-Unis, ce qui intéresse les États-Unis, c'est le fait de pouvoir disposer d'une maîtrise des ressources énergétiques pour contrebalancer la puissance de la Chine en matière de terres rares et de métaux rares. Donc, ça explique les événements au Venezuela, ça explique l'intérêt de Donald Trump pour le Groenland, et ça explique en partie, ça n'est pas que la question énergétique pour la guerre en Iran, l'action des États-Unis en Iran. Le 15 février dernier, Donald Trump a créé le Conseil national de la domination énergétique. Donc, je dirais la feuille de route énergétique de Donald Trump est tout à fait fixée. Les leviers diplomatiques me semblent un peu compliqués aujourd'hui, puisque on est au cœur quand même d'une guerre. On peut imaginer que Donald Trump ait une visée tout à fait volontaire de maîtrise du détroit d'Ormuz, comme les États-Unis et l'Union soviétique ont souhaité maîtriser le passage du canal de Suez en 1956 et en 1957 avec la nationalisation du canal de Suez par Nasser. Donc on revient, si je puis dire, dans ces grands enjeux. Après, l'Iran n'a pas un intérêt majeur actuellement, je parle militairement, à laisser le passage du détroit d'Ormuz, parce qu'il sait que s'il laisse la possibilité aux navires de passer le détroit d'Ormuz, ça lui donne une arme économique et énergétique très très puissante. Ça lui supprime cette arme. Donc, je dirais que il y a peu de chances que diplomatiquement l'Iran cède le passage du détroit d'Ormuz, où ça signifierait tout simplement une victoire pour Donald Trump. Donc on peut imaginer, alors là je suis pas devin, je suis pas Madame Irma, mais on peut imaginer que l'Iran va rester arc-bouté sur le passage du détroit d'Ormuz et que la solution ne puisse être que militaire, donc avec un enflammement de la guerre au niveau du détroit d'Ormuz. Oui, voilà, c'est pour ça qu'on est dans l'incertitude actuellement et que d'un côté on entend ces bruits de négociations entre les États-Unis et l'Iran, et de l'autre côté on entend aussi des bruits de bottes du côté des Américains qui acheminent des forces terrestres, même des fantassins. Il ne faut pas oublier que quelques jours avant le début, donc le 27-28 février de mémoire, de la guerre en Iran, Donald Trump continuait à négocier et à avoir un agenda de négociation diplomatique avec un agenda de préparation de la guerre. Voilà. Il y a aussi, d'un point de vue de stratégie, un brouillage et un brouillard informationnel qui est aussi transmis médiatiquement par les États-Unis pour ne pas donner à ses adversaires
le calendrier des opérations qu'il est censé mener. Donc, ça on l'a bien. On est à la fois un double discours, voire un triple discours. Vous incluez d'une certaine manière dans les appréciations des spécialistes israéliens que nous avons entendus dès ce matin ici et même dans la presse israélienne qui disent effectivement attention, méfions-nous. Trump nous a déjà habitués à ce genre de manœuvres, de détournement d'attention pour ne justement aller attaquer le détroit d'Ormuz. Donc on va rester prudent sur ces développements. En tout cas, merci beaucoup Fabien Bouglet de nous avoir éclairé sur l'importance, on va dire, du dossier énergétique dans ce conflit. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial qui est paru en 2023 et qui est, je suppose, encore plus que jamais d'actualité aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, c'est fait un plaisir. Lancé après que l'Iran ait tiré pour la première fois ce dernier week-end 2 missiles à longue portée contre la base militaire américaine de Diego Garcia dans l'océan Indien, le pressant ultimatum donné à Téhéran en ce début de semaine par le président Trump de rétablir la libre circulation maritime dans le détroit d'Ormuz a transformé le conflit qui embrase actuellement le Moyen-Orient en guerre du pétrole. Constatant à leurs dépens qu'ils ne pouvaient en aucune manière rivaliser au plan militaire avec les puissantes armadas américaines et israéliennes à l'œuvre contre eux dans les airs depuis le 28 février dernier, les dirigeants du régime iranien aux abois ont donc fermé la circulation maritime dans le détroit d'Ormuz aux navires ennemis, comme ils l'ont dit, faisant ainsi de facto de la guerre actuelle une guerre du pétrole. Censé pénaliser les États-Unis et les rares pays occidentaux qui les soutiennent, en même temps que de tenter de semer un vent de panique sur les cours en hausse du prix de l'or noir, cette fermeture du détroit d'Ormuz risque fort de se retourner en fait contre le pouvoir iranien, malgré la montée en flèche, voilà 10 jours déjà, des prix du baril de pétrole brut, qui est passé de $80 à $105 avant de redescendre. Et ce, pour plusieurs raisons. D'abord parce que seulement 1% du pétrole actuellement consommé aux États-Unis transite par Ormuz, contre 90% du pétrole japonais et 80% du pétrole thaïlandais et sud-coréen. Et ensuite parce que Washington sait que ce sont surtout les massives importations chinoises d'or noir iranien circulant dans les routes maritimes de ce détroit qui risquent de pâtir de la situation de la crise actuelle. Ce qui explique que voilà quelques jours, Trump est habilement levé pour quelque temps seulement certaines sanctions américaines qui frappaient jusque-là ses exportations iraniennes, afin de bien signifier aux dirigeants chinois que c'était bel et bien lui le seul maître du grand jeu énergétique dans cette région. Autre carte de choix pouvant s'avérer tout à fait fatidique, que s'apprête peut-être à abattre la Maison-Blanche lors des prochains jours ou des prochaines semaines en cas d'entêtement de l'Iran, le bombardement, voire l'invasion terrestre de la fameuse île de Karg, par laquelle transitent plus de 90% de toutes les exportations iraniennes de pétrole vers tous ses clients asiatiques et autres. Il s'agit d'une petite île située à l'extrême sud de l'Iran, à l'entrée du détroit d'Ormuz, qui est le véritable poumon énergétique et financier du régime islamiste, lequel tire la moitié de tous ses revenus de ses exportations. Il faut préciser dans cette perspective que plusieurs grands navires de guerre américains, dépêchés voilà 8 jours depuis le sud-est asiatique, font route vers l'Iran avec à leur bord environ 5000 soldats commandos marins ultra armés et entraînés pour ce type d'opération éclair, lesquels, si l'ordre leur en a été donné par Trump et son ministre de la guerre, Peter Hegseth, eh bien, ces commandos pourraient débarquer rapidement sur l'île de Karg grâce à leurs imposants aéroglisseurs amphibies. S'ajoutant à l'éventuel bombardement des centrales électriques iraniennes alimentant le secteur industriel du pays si Téhéran maintenait une circulation sélective dans le détroit d'Ormuz, la destruction des terminaux gaziers et pétroliers de Karg pourrait porter un coup très dur au régime iranien, lequel se verrait ainsi privé de ses principaux revenus, alors que le pouvoir central à Téhéran est entièrement passé, lors des dernières semaines, aux mains de la force la plus radicale et extrémiste de ce pays, les gardes de la révolution islamiste. Un coup qui pourrait s'avérer fatal pour eux à l'heure où ce ne sont plus tellement les mollahs ni même le fantomatique ayatollah Khamenei fils, et encore moins l'impotent président actuel Massaoud Pezeshkian, qui ont encore les rênes du pouvoir en main. C'est ainsi qu'habilement et énergiquement retourné contre les nouveaux dirigeants iraniens encore plus extrémistes par un Donald Trump tenu quant à lui d'en finir avant l'été avec ce régime terroriste dans la perspective des élections américaines du mid-term de novembre prochain, l'arme du pétrole qu'ils escomptaient utiliser contre l'Amérique et Israël
pourrait en fait rapidement se retourner contre eux. Et ce, avant même que le peuple iranien ne descende enfin dans les rues pour balayer ce pouvoir honni. Et comme il fallait s'y attendre, les manchettes des quotidiens israéliens et les pages d'ouverture des sites d'information sont consacrées ce matin à ce que le Israël Hayom appelle la surprise de Donald Trump. Cette surprise, vous l'avez compris, c'est l'annonce totalement inattendue du président américain sur le gel des combats pour 5 jours et sur la tenue de pourparlers avec le régime iranien. On tâtonne et on tire, c'est la manchette du Israël Hayom. Le journal affirme également, est-ce que les Iraniens ont accepté au moins une partie des conditions posées par les Américains? La position d'Israël à ce sujet: nous préserverons nos intérêts propres dans tous les cas de figure, a déclaré Binyamin Netanyahou. Le Israël Hayom constate que les tirs en provenance d'Iran ont baissé d'intensité hier. En page 2, le journal définit plus clairement l'objectif des Américains. Ils exigent une reddition sans condition des Iraniens. Et toujours en page 2, le journal détaille les lignes rouges d'Israël, cette fois dans ces négociations, à savoir destruction totale du programme nucléaire iranien, limitation de la portée des missiles balistiques, arrêt du soutien de l'Iran au proxy et gel de l'activité des forces Al-Quds, des gardiens de la révolution. Le Yediot Ahronoth consacre aussi sa première page ce matin à l'annonce des négociations par Donald Trump, et le journal affirme que le chef de la diplomatie iranienne, Arakchi, a promis à Steve Witkoff que Mujtaba Khamenei, le guide suprême invisible jusqu'à présent, a donné son feu vert aux négociations. En sous-titre, c'est Ronen Bergman qui y va de son scoop dans le Yediot Ahronoth en confirmant la tenue de pourparlers et en insistant sur le fait donc que Mujtaba est bien en poste et qu'il a demandé de conclure au plus vite un accord avec les Américains. Mais malgré tout, le fossé qui sépare actuellement les positions américaines de celles des Iraniens est encore important. Et Oudi Hari, l'expert du monde arabe de la chaîne 12, détaille ce matin sur le site N12 les positions de départ des Iraniens dans les pourparlers. Et Oudi Hari affirme que les révélations de Donald Trump sur ces pourparlers sèment l'embarras chez les Iraniens. Il croit savoir que ces derniers seraient prêts à renoncer à leur programme nucléaire pendant les 5 prochaines années et à réduire leur plan d'enrichissement d'uranium. Ils seraient également prêts à cesser tout financement de proxy, mais les Iraniens doutent des intentions véritables des Américains, en particulier face à l'acheminement de forces militaires actuellement dans la région. D'ailleurs, le Maariv souligne ce développement et parle même de 50 000 soldats américains qui pourraient être en route vers le golfe Persique. Qu'écrivent les éditorialistes du Israël Hayom autour des derniers développements? Danny Zaken estime que même si Donald Trump parvient à conclure un accord avec les Iraniens, il donnera carte blanche à Israël pour poursuivre ses attaques selon les besoins propres de l'État hébreu. Et Danny Zaken ne manque pas de rappeler ce matin que parallèlement à ces pourparlers, les Américains continuent à acheminer donc des forces dans le golfe Persique. Ariel Kahana rappelle que toute négociation avec Trump a ses propres règles. De facto, le président est devenu le maître dans l'art de créer une nouvelle réalité au travers de simples déclarations, et il affirme que la décision de Trump de ne pas concrétiser son ultimatum n'a pas surpris. Elle permet de calmer les marchés du pétrole et du gaz. Quant à Haïm Tomer, il estime lui que l'Iran ne s'empressera pas de déposer les armes, même si l'on va vers un accord. Jamais Téhéran ne renoncera à son programme nucléaire. Que peut-on lire cette fois dans le Yediot Ahronoth autour de la volte-face de Donald Trump d'hier? Ben Dror Yemini la qualifie d'humiliante. Il écrit: à entendre Trump, on a l'impression qu'il va forcer le régime iranien à accepter ses propres conditions. Cela a l'air de prime abord merveilleux, mais ça ne l'est pas, car nous avons déjà été dans un tel cas de figure. Au bout du compte, explique Ben Dror Yemini, il risque de s'avérer que l'Iran ne remporte jamais de guerre, mais ne perd jamais dans les négociations. Avi Kalou considère que les éliminations de la hiérarchie politique et militaire iranienne sont tactiquement impressionnantes, mais que sans stratégie, sans véritable sortie de crise, Israël risque de constater que les leaders manquants ont vite été remplacés par d'autres plus radicaux encore. Ron Ben Ishai, le spécialiste sécuritaire dans le Yediot Ahronoth, se demande si on assiste actuellement au début de la fin de la guerre, et il ne parvient pas vraiment à répondre à cette question. Selon son estimation, Donald Trump, derrière des déclarations sur des négociations, veut aller jusqu'au bout des objectifs qu'il a définis au début du conflit. Et puis dans son analyse, Lilach Chouval se demande si la défense nationale a convenablement évalué les objectifs de la guerre. Elle souligne que l'objectif premier était de détruire le régime iranien. Il a été remplacé au milieu de la guerre par une compréhension que la guerre ne se terminera pas par une victoire totale. Cela prouve, selon Lilach Chouval, qu'au sommet de la défense nationale en Israël, on est toujours un petit peu
trop optimiste face au succès remporté sur le terrain. Et au sein de la défense nationale, on considère qu'il faut encore laisser du temps à Tsahal pour dépasser le fameux seuil actuel des 70% de cibles atteintes en Iran. Et l'on estime que si Donald Trump accepte trop rapidement un accord, cela dopera la motivation des Iraniens. Le Israël Hayom consacre ce matin un dossier spécial sur la violence des ultra-radicaux parmi les jeunes des collines en Judée et Samarie. Ariel Kahana se fait l'écho de la colère de l'administration Trump face à l'intensification des actes de vandalisme et de violence de ces jeunes des collines en Judée et Samarie. Et à Washington, on traduit cette colère en exigeant du gouvernement israélien le retour des fameuses détentions administratives qui ont été supprimées il y a près de 3 ans. Les Américains ont lancé à Israël: comment, alors que nos deux pays combattent côte à côte en Iran, vous laissez faire un tel vandalisme en Cisjordanie, en Judée et en Samarie. Et Ariel Kahana cite un haut responsable américain qui aurait dit à un responsable israélien: il n'est pas concevable qu'un pays qui est capable de cibler un dirigeant iranien dans un appartement à Téhéran soit incapable de venir à bout de ces vandales. Et Ariel Kahana publie également en encadré les données qui confirment une augmentation sensible des incidents, des violences nationalistes en Judée et en Samarie au cours des 3 premiers mois de l'année 2026. Et puis nous terminerons cette revue de la presse par une annonce qui est répercutée dans tous les sites d'information. Cette annonce, c'est celle de la triste séparation entre Noah Argamani et Avinatan Or, 2 des plus célèbres otages ou ex-otages du Hamas dans la bande de Gaza. Le Maariv explique que les 2 ex-otages ont pris cette décision d'un commun accord afin de pouvoir chacun à sa manière reconstruire sa vie. Noah Argamani, rappelons-le, a passé 246 jours en détention. Elle a été libérée lors d'une opération militaire brillante de Tsahal. L'opération Amir Weitman, qui est le président du groupe des libéraux au sein du Likoud, le parti de Binyamin Netanyahou. Amir, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Alors bien entendu, on le disait à l'instant avec notre précédent intervenant, nous sommes dans l'incertitude. Est-ce que Donald Trump a décidé de déposer les armes et d'utiliser celle de la négociation avec les Iraniens, ou alors est-ce une sorte de manœuvre de diversion de la part du président américain pour pouvoir mieux frapper le détroit d'Ormuz et le récupérer pour permettre la libre circulation? On ne le sait pas véritablement. D'abord, concrètement, Binyamin Netanyahou a réagi à ces derniers développements. Vous pensez que Binyamin Netanyahou disposera d'une carte blanche pour poursuivre les objectifs de la guerre du côté israélien ? Mais moi, je crois que tout le monde monte un petit peu sur son grand cheval, n'est-ce pas ? Autant que je sache, les bombardements américains se poursuivent. J'ai beaucoup de mal à voir les Iraniens accepter les conditions des Américains. Donc je pense qu'il va rien se passer du tout. Je pense que tout ça est simplement une manœuvre, comme ça l'avait été pendant de nombreuses semaines, en janvier, en février, où il y a eu des pseudo-négociations, alors qu'il était évident que ces négociations n'aboutiraient à rien, et que la guerre allait éclater tôt ou tard. Et ben c'est la même chose maintenant. Il y a une pression sur les marchés de l'énergie, il y a une pression politique, Trump se crée du temps un petit peu, parce qu'on voit que les troupes américaines arrivent vers la région, et je pense qu'on peut tranquillement anticiper pour ce week-end, au début de la semaine prochaine, une occupation terrestre de l'île de Kharg, et peut-être d'autres îles qui permettront le contrôle du détroit d'Ormuz. Donc selon vous, la guerre n'est pas terminée, loin de là. Alors je voudrais tout de même essayer de voir avec vous si finalement on n'est pas en train de modifier les objectifs de la guerre, parce que ça fait plus de 3 semaines que les combats durent. On voit que les Iraniens, même en dépit, on va dire, des frappes israéliennes massives, eh bien, continuent à gérer plus ou moins, tant bien que mal, le pouvoir. Est-ce que vous n'êtes pas, par exemple, un petit peu déçu de constater que, par exemple, le peuple iranien, les opposants, eh bien, ne sont pas encore descendus dans la rue après plus de 3 semaines, et que finalement, on n'a pas l'impression que le régime est en train de changer ou même de faiblir? Alors Daniel, c'est une excellente question. C'est la question que se posent tous les médias occidentaux. Moi, je pense juste que c'est complètement délirant d'entendre ce genre de questions, pour la simple et bonne raison que le président des États-Unis, le premier ministre d'Israël, le fils du Shah, Reza Pahlavi, et tout le monde, y compris le chef d'état-major américain et d'autres personnes, ont dit spécifiquement et ouvertement aux Iraniens de ne pas sortir dans la rue.
depuis le premier jour, et d'attendre qu'on leur donne le signe qui n'a pas encore été donné. Donc, non seulement la question est absurde, parce que il y a la guerre dehors, il y a des bombardements, donc évidemment que la population ne sort pas, mais depuis le premier jour, tous les leaders politiques et militaires israéliens et américains ont dit spécifiquement de ne pas sortir, d'attendre le signal qui n'a pas encore été donné. Et les gens disent « Ah, mais pourquoi les gens n'ont pas sorti ?» Mais évidemment qu'ils sont pas sortis dans la rue, on leur a dit de pas sortir. De quoi on parle? C'est totalement absurde comme question. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les objectifs de la guerre, mais de quoi on parle? Je vous rappelle que le président Trump avait dit au début qu'on aurait une guerre de 4 à 5 semaines. Nous sommes dans la 4e semaine, d'une part. Et d'autre part, les objectifs n'ont pas été définis comme étant un changement de régime, simplement peut-être de créer les conditions qui permettraient ultérieurement un changement de régime, certainement pas tout de suite. L'objectif, il est la destruction du programme, de ce qui restait du programme nucléaire iranien, la destruction ou l'affaiblissement considérable du programme des missiles et de manière générale l'affaiblissement militaire de l'Iran. Et bien sur ces 3 objectifs, je pense que ce sont des réussites colossales après seulement 3 semaines. Je veux dire, il faut déjà pas oublier que l'Iran, c'est un pays qui est de la taille de 3 fois la France. C'est la moitié de l'Europe ou plus. C'est gigantesque l'Iran. Donc croire qu'on peut régler en 48 heures toute l'histoire, c'est complètement de la folie. Les gens ont totalement perdu la tête. Évidemment que ça prend du temps. Ça c'est la première chose. Mais le programme nucléaire est quasiment détruit. La seule chose qui reste, c'est ces fameux 440 kilos d'uranium qui ont été enrichis à 60%. Ça va falloir finir cette guerre. On ne pourra pas finir cette guerre sans en avoir soit récupéré cet uranium, ce qui est le mieux, soit au moins l'avoir détruit ou enfoui de manière à ce qu'on ne puisse plus le récupérer. Ça, c'est évidemment un point qui est crucial et il va se passer quelque chose dans ce domaine, ça j'en suis sûr. 2, concernant évidemment les missiles, on voit que la capacité de l'Iran de tirer des missiles a été coupée de plus de 90%. Donc, est-ce qu'on peut arriver à 0? Pas forcément, parce que une bonne partie des missiles sont dans des bases souterraines qui sont enfouies. C'est très compliqué de les détruire sans avoir ce qu'on appelle boots on the ground, c'est-à-dire sans avoir une armée sur le terrain. Et finalement, on voit qu'il n'y a plus de marine, il n'y a plus d'aviation, l'armée et les forces militaires et paramilitaires iraniennes sont considérablement affaiblies, mais surtout la crédibilité et le prestige iranien ont été complètement détruits. Et ils se sont mis tout le monde à dos, tous les pays de la région. Donc c'est une victoire, au contraire, politique qui est énorme. Maintenant, est-ce que c'est une victoire totale pour l'instant? Non, évidemment. Tant que ce régime existe, ça n'est pas une victoire totale. Et tant qu'ils sont là, ils peuvent, in fine, à terme, reconstruire. Ça, c'est clair. Mais vu que l'appétit américain pour une véritable invasion en bonne et due forme ne semble pas être présent à cause du fiasco afghano-irakien, n'est-ce pas? Donc ça, on le savait depuis le début. Donc de quoi on s'attend? Donc ce qu'on essaye à ce stade, c'est de continuer à leur taper dessus, encore et encore et encore, continuer à les affaiblir, et quand le moment viendra, c'est-à-dire après la fin de la guerre, pas avant, mais après, à ce moment-là, à un moment ou un autre, le signal sera donné aux manifestants de sortir, qui seront cette fois-ci aidés par l'aviation israélienne et peut-être aussi américaine, et par les drones, etc., qui taperont sur les Basiji, qui taperont sur les passes d'Aran, sur les gardiens de la Révolution, qui taperont sur l'armée, et qui empêcheront le système de répression étatique de la République islamique de faire à nouveau ce qu'ils ont fait en janvier, c'est-à-dire de tuer en masse les manifestants en espérant que si ça va marcher. C'est ça le plan. Ok, alors je voudrais terminer notre entretien avec une question de politique intérieure. On a dit que Benyamin Netanyahu a réuni ces derniers jours, on va dire, les responsables du Likoud ou même de la coalition pour déterminer la date des prochaines élections. Il semblerait qu'on s'achemine vers la date à l'origine des élections, c'est-à-dire le 27 octobre 2026.
Vous avez le sentiment que Binyamin Netanyahou, s'il sort même avec toutes les réussites militaires de ces dernières semaines, il est capable de conduire le Likoud vers une nouvelle victoire électorale, parce que les sondages sont quelque peu, on va dire, mitigés concernant, on va dire, l'impact de la guerre sur l'opinion publique et sur le vote en faveur du Likoud. Alors moi, d'abord, évidemment, on n'en sait rien, c'est encore dans plus de 6 mois, donc il faut être très prudent. Ceci étant dit, plus que 7 mois même, donc ceci étant dit, je pense que sans avoir réglé véritablement l'histoire de Gaza, c'est-à-dire que tant que le Hamas sera là, je pense qu'on ne va pas gagner. Parce que on a pris un coup qui était trop dur le 7 octobre. Et puis même déjà avant le 7 octobre, les sondages ont commencé à tourner contre nous depuis le début 2023, en fait, à cause de l'histoire de la réforme judiciaire, comment dire, constitutionnelle, qui a très mal passé au sein des Israéliens. Et donc je pense que la coalition avec les Haredim, avec les ultra-orthodoxes, est discréditée. J'ai pas l'impression qu'on va gagner, je peux me tromper évidemment, j'en sais rien, mais à mon avis, la seule chance qu'on a de ramener suffisamment de gens, peut-être même pas pour gagner, mais pour rendre en fait un gouvernement de coalition inévitable, c'est de régler l'histoire à Gaza. Ce qui, à mon avis, d'ailleurs, il y a une bonne chance que ça se passe. Parce qu'une fois qu'on aura fini avec l'Iran et avec le Liban, il faudra qu'on en finisse avec Gaza. Eh bien, on va en rester là. Merci beaucoup, Amir Weitman, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin sur Radio Kalita. Bonne continuation. À bientôt, Amir. Bonne journée.